Comme l'année dernière, le jour de mon anniversaire, c'est aussi le jour du bilan de la chaîne. Combien la chaîne a généré d'argent cette année? Suis-je un islamo-gauchiste? Vais-je enfin sortir telle ou telle vidéo promise? C'est à ce genre de questions que je vais répondre en vous présentant un bilan comptable précis puisque vous financez en partie mon travail et que c'est bien le minimum de vous montrer à quoi sert cet argent. Et j'ai également sélectionné une trentaine de questions que vous m'avez posées sur YouTube ou sur Discord. Je vais aussi vous parler plus librement de mes projets, vous présenter un invité surprise, faire quelques annonces. Bref, restez parmi nous. Vous avez un menu des chapitres en description, n'hésitez pas à vous en servir. Ça, vous pourrez skipper ce qui ne vous intéresse pas. Pour commencer, on va répondre à vos questions d'ordre éditorial qui touchent la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de manière plus globale. Parce que ça a l'air de vous intéresser malgré tout, et c'est vrai que parfois, j'annonce des trucs, puis j'oublie. Mais en fait, j'ai pas oublié, mais le temps passe vite. Hein. Putain, si vous saviez, le temps passe tellement vite. Du coup, je pousse, je repousse, je re-repousse. Enfin bref, vous voyez quoi. Hein. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, as-tu encore un projet de vidéos de Lingua Franca sur l'histoire des langues et des familles de langues en Europe? Alors, Lingua Franca, oui. Star Wars, vidéo promise depuis une vie. Elle devrait tourner, janvier-février, quelque chose comme ça. Elle devrait sortir mars-avril, peut-être. Je crois que je l'avais déjà annoncé, mais ce sera avec Nexus 6. Et puis là, on met un peu les moyens. Et on a déjà les costumes de fait, on a déjà du matos, on a déjà commencé, on a déjà un planning, on a déjà un découpage, tout est écrit, etc. Il manque juste à tourner, mais avec les histoires, pas de Covid, de déplacement, de machin, ça a décalé tous les tournages. Et concernant l'histoire des familles de langues, peut-être, mais pas sous le format que je l'ai fait avant. Ça, c'est certain. Une vidéo sur l'apprentissage du langage chez les enfants, c'est faisable un jour, s'il te plaît? Il se trouve que j'ai eu une idée de sujet, qui est une question que je me pose vraiment. Est-ce que parler aux enfants comme à des débiles, c'est leur rendre service? Vraie question, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un papier de... Alors ça s'appelle pas parler comme des débiles, parce que c'est pas une bonne façon de parler des enfants. C'est une question qui a été posée par la recherche, et c'est une vidéo que j'ai envie de faire. Mais pour l'instant, là, je suis en la phase de recherche. Mais j'ai déjà mis des trucs de côté là-dessus. Est-ce que t'as prévu de parler de l'hypothèse des langues altaïques? Comme c'est un sujet qui semble controversé, c'est toujours un peu compliqué de rassembler toutes les informations sur ce qui est potentiellement vrai ou faux, d'autant plus que c'est un sujet qui me paraît intéressant. Alors c'est un sujet intéressant, donc c'est en gros les langues altaïques. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur quelle était la première langue du monde, je crois. C'est une famille contestée dans laquelle il y aurait peut-être les langues mongoles, les langues coréennes, les langues turques, tout un tas de langues dont on n'est jamais vraiment très sûr de si elles doivent trouver ensemble l'une et l'autre. D'ailleurs, ça vient de l'Altaï, qui est si j'ai pas de bêtises, une montagne en Mongolie, les monts Altaï, peut-être en Russie, au Kazakhstan. En tout cas, c'est dans cette zone. Pour autant, c'est compliqué, sujet où il y a beaucoup de nationalisme, ce qui rend tout ça très compliqué. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, donc je sais pas. Je ne sais pas. Tu avais, lors de ta FAQ, parlé de ta volonté de faire des vidéos sur les langues régionales si des partenariats avec les régions étaient possibles, étaient à venir. Je sais pas, j'ai pas la fin de la question sur la feuille. Il se trouve que j'ai la Bretagne et les Occitans qui m'ont écrit. Les Occitans, c'est le côté plus abouti, puisqu'on a un peu discuté, mais bon, ils disent qu'ils cherchent des financements, c'est compliqué, blablabla, donc peut-être que ça se fera, peut-être pas. Et les Bretons, là, il y a quand même une certaine inertie dans le traitement de chaîne de mail, puisque bien qu'ils soient à 40 minutes de chez moi en voiture, je les ai toujours pas vus, on n'a toujours pas réussi à se fixer un rendez-vous. Je relance un appel, si vous êtes une région que vous voulez que je parle de langue régionale, notamment la Bretagne, j'habite chez vous, et puis les autres, j'habite pas, mais bon, c'est pas très loin. Serait-il envisageable de coordonner pour partie vos sujets de vidéos entre différents vidéastes? Vous êtes un certain nombre à partager un certain système de valeurs, représentation, disons vulgairement, être en gros de gauche. Il me semble complexe de mener une telle manœuvre, parce que chacun veut bien faire ce qu'il veut, et traiter les sujets qu'il entend traiter, c'est bien normal, mais ce serait intéressant peut-être. En fait, ce genre de choses, ça a déjà existé. Quand j'ai popé, moi, dans la vulgarisation, il y avait la vidéothèque d'Alexandrie, c'est ce que faisait la vidéothèque d'Alexandrie. Une initiative qui a pu exister comme le Vortex, qui n'existera peut-être plus à un moment d'ailleurs, et on ne sait pas par quoi ça sera remplacé ou pas. C'est un peu le même esprit aussi, même si c'est différent, parce que là on est dans un tournage, on est dans du rush, etc. On est beaucoup moins dans le côté associatif, dans le côté partage entre vidéastes. Et c'est vrai que, d'une manière générale, à part les conventions, les salons de vidéastes, etc., qui, depuis le Covid, n'existent plus ou quasi plus, je sais pas combien vont survivre à cette crise. Effectivement, du coup, on a de moins en moins d'opportunités de se croiser entre créateurs. Et on se parle aussi de moins en moins entre créateurs, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, après c'est peut-être aussi juste un biais que j'ai de mon côté, j'ai de moins en moins de possibilités de sociabiliser avec des gens de mon milieu. Et donc, de fait, on va pas commencer à bosser ensemble si déjà on se parle plus. Ça me paraît évident, c'est pas qu'on s'aime pas, c'est juste que c'est la vie, C'est la vie, c'est comme quand tu pars après la 3e et que tu changes de lycée. Salut à toi Monté, merci encore pour ton travail, je t'ai redécouvert grâce au Vortex et je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui mieux découvrir ton travail. As-tu prévu de refaire d'autres projets collaboratifs comme, au hasard, le Vortex? Prévois-tu plutôt te concentrer sur des projets personnels comme tes livres, YouTube, Twitch? Ou même prévois-tu à terme de faire une sorte d'émission culturelle sur ta chaîne Twitch? Et tout ça. Le Vortex, je n'ai pas arrêté. Ce n'est pas parce que je n'apparais plus dans les vidéos que je ne travaille plus sur le projet.
Donc moi j'ai fait saison 3 en tant que vidéaste invité, j'ai écrit la fiction de la saison 3, ensuite il y a eu saison d'été, problème avec le Covid, bordel, etc. Du coup Ronan est venu me chercher, il m'a dit est-ce que tu peux faire la fiction? Comment est-ce qu'on se démerde? J'ai fait le planning aussi, etc. Donc là j'apparais aussi, j'ai 2 épisodes et j'ai fait la fiction, et ensuite en fait je suis resté pour faire la fiction. J'ai fait la fiction de la saison 5, même si j'en suis moins content, et j'ai fait la fiction de la nouvelle saison d'été, ou là, qui sortira je sais pas quand, dans un an je pense. Là aussi je suis pas forcément content de moi. Il y a des épisodes que j'aime beaucoup, cela dit. Ce sera peut-être une saison qui sera plus inégale, et j'apparais dans cette saison-là. Donc moi je continue de bosser avec le Vortex. Après en ce qui concerne de me focaliser sur YouTube, c'est le cas, sur Twitch aussi, faire un livre, et j'en sors un probablement en janvier, et une sorte d'émission culturelle sur Twitch, c'est dans les cartons aussi, il y a beaucoup trop de trucs dans les cartons, et ce qui fait que bosser seul, ça devient compliqué aussi, en termes de disponibilité et de temps, quoi. Ça, on en reparlera après plus loin dans la FAQ. Je fais beaucoup de choses à côté de YouTube, même si ça reste mon activité principale. Quoique ça dépend quand même des moments dans l'année. Disons que YouTube est toujours là en fond, mais en vrai cette année mon livre m'a occupé une bonne partie du temps, aux dépens de YouTube et de Twitch fatalement. Et concernant Twitch d'ailleurs, j'ai globalement 2 jours fixes depuis l'année dernière, le mardi et le dimanche, fin d'après. Alors avant c'est vrai que j'y faisais plus de trucs, notamment le soir. Disons que aujourd'hui je me sens un peu seul sur la plateforme, que l'on m'y propose de moins en moins de soirées multi, pour ne pas dire presque plus jamais désormais. Et les organiser, c'est du boulot, surtout vu tout ce que je fais à côté, c'est courir après les gens, c'est se faire poser des lapins, et franchement, c'est jamais vraiment marrant. Parce que moins t'es connu et moins t'as d'amis, et plus tu t'exposes à des refus qui ne disent jamais vraiment leur nom. Et ça aussi, c'est une autre difficulté à gérer, surtout psychologiquement. D'ailleurs, ce sujet de la solitude, de l'amitié, il me tient très à cœur. J'ai beaucoup écrit dessus dernièrement, et j'aimerais en faire une vidéo comme celle que j'avais fait sur le mérite, un peu dans le même esprit, même ambiance. C'est-à-dire une vidéo qui est une vidéo à se tirer une balle dans la tête ou à déprimer pendant 3 heures derrière, parce que le constat des sciences sociales sur le sujet va un peu à contre-courant de l'image et de l'idée qu'on se fait de l'amitié. Et la désillusion, c'est jamais facile à vivre. J'aimerais aussi beaucoup, dans le même esprit, faire une vidéo sur la notoriété, d'une part, et sur le deuil d'autre part. Alors sur le deuil, c'est pas tout à fait nouveau. J'ai commencé à bosser dessus il y a déjà plus de 2 ans. C'est une vidéo qui me tient très à cœur, puisque j'ai connu beaucoup de décès de proches tout au long de mon enfance, notamment celui de mon frère, celui d'un de mes seuls amis de ma première année de fac, ma grand-mère avec qui je vivais. Bon bref, je vais pas vous faire la liste, disons que très rapidement, le deuil est une chose avec laquelle j'ai dû apprendre à vivre très tôt. Et je crois qu'aujourd'hui, je me suis jamais vraiment fait au deuil, et que ça a un très très gros impact sur mon anxiété, sur la gestion de beaucoup de choses dans ma vie, notamment de mon rapport au temps aussi. Et moi, quand je me pose des questions sur moi-même et que j'essaye de faire un peu mon introspection, je lis beaucoup, c'est un peu le réflexe que j'ai, je sais toujours aller lire des trucs pour essayer d'y comprendre un peu plus, et quand on lit pas mal de choses intéressantes, on se dit, est-ce que j'en ferai pas une vidéo? Est-ce que ça intéressera pas d'autres gens? Est-ce qu'il n'y a pas un angle intéressant à voir? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de présenter les choses qui permettront aussi à certains de se sentir moins seuls face à tel truc ou tel sujet, Enfin bref. C'est un peu ce que je me dis. Concernant le deuil, je pense que on y est tous confrontés à un moment, et pourtant on en parle tous assez peu. Bon, c'est vrai que c'est un peu à part de ce que je fais d'habitude, donc bien sûr, concernant tout ça, vos avis comptent, parce que je rappelle que la vidéo sur le mérite, par exemple, elle a failli ne pas du tout voir le jour, en fait. Tout simplement parce que c'était une trop grosse inconnue sur une chaîne de linguistique. Et d'ailleurs, c'est pas forcément une vidéo qui a très très bien marché à l'échelle d'autres vidéos de la chaîne, mais c'est une vidéo dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est une vidéo qui a visiblement fait réfléchir pas mal de gens, qui a eu un certain écho chez pas mal de personnes, et donc peut-être que je peux décliner le format. As-tu enfin la fibre après plus d'1 an d'attente? Non, et bientôt cela fera 2 ans. Dans quelle limite faire un parallèle entre la montée de la toute-puissance de l'anglais dans le monde d'aujourd'hui, celle du latin dans une partie de l'espace méditerranéen de l'Antiquité, celle de l'arabe en Orient au Moyen-Âge, autres exemples similaires bienvenus, garde-t-il un sens? En fait, comme toute comparaison, il y a effectivement des points de similitude, beaucoup. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le Gaulois, notamment, où on parle de comment les Gaulois en sont venus à parler latin. En même temps, les Gaulois, ils n'avaient pas internet, le monde ne ressemblait pas à celui dans lequel il était, ils sont pas passés par tout un tas de trucs. La conception même de peuple, ou de notion d'identité, de notion de nationalisme, de langue, etc., étaient des notions qui étaient abordées différemment, ou voire pas aussi, ou pas par tout le monde. Donc c'est super compliqué de faire un parallèle. En tout cas, il y a un truc qu'on pourrait établir qui est malgré tout assez vrai. La bourgeoisie, globalement, la classe moyenne, globalement, va toujours faire le choix d'adopter la langue ou la culture dominante, ou en tout cas dans l'air du temps, pour essayer d'abord une meilleure position sociale. C'est ce que les Gaulois avaient fait en adoptant le latin, donc que ce soit les commerçants,
les notables locaux, etc., les intellectuels, si on peut les définir ainsi. Il se trouve que l'anglais, c'est la position dans laquelle il est aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens de la société l'adoptent, on le rend obligatoire à l'école, alors qu'on en a pas forcément besoin au quotidien, alors que d'autres langues pourraient être plus pertinentes dans d'autres régions. C'est le truc qui est hype, on apporte des produits culturels que de la sphère anglo-saxonne, très peu des autres, alors que pourtant, la France est dans une union politique, l'Union européenne, où l'anglais est une langue minoritaire en tant que langue maternelle, et même d'ailleurs, ce n'est la langue maternelle de quasiment plus personne depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, il y a tout un parallèle à faire là-dessus qui pourrait être fait, mais en fait, ça c'est la problématique de l'impérialisme linguistique de manière plus générale. Donc, bon, ça, j'ai des vidéos que je ferai là-dessus qui vont venir, je les ai promises, donc ça arrivera. C'est juste que là, je peux pas y répondre plus succinctement que ça. Tu fais de plus en plus de vidéos qui prennent des sujets de linguistique pour base, mais qui servent ensuite à une réflexion, si ce n'est politique, au moins sur la société. En gros, est-ce que je ne ferai pas de plus en plus de vidéos politiques? C'est ça que ça veut dire. Bah alors du coup, cette question-là, je l'avais quand même repérée, parce qu'en fait, elle s'inscrit dans plusieurs autres questions assez similaires qui m'ont été posées. Et j'ai été vérifié, et je parlais déjà de sociolinguistique il y a 6 ans. La chaîne n'a pas encore 7 ans. J'ai parlé de la réforme de l'orthographe, qui est une vidéo qui m'a fait décoller en nombre d'abonnés, parce que j'étais avoir quelque chose comme moins de 50 000 abonnés, j'en ai pris 15 000 en un mois. Donc j'ai vraiment eu un pourcentage de croissance énormissime suite à cette vidéo sur la réforme de l'orthographe. C'est une vidéo qui est extrêmement politique, j'habitais encore en Autriche, ce qui fait que c'était sorti il y a plus de 5 ans. Bref, là où je veux en venir, c'est que des vidéos qui parlent de politique sur la chaîne, ou en tout cas qui ont un axe politique, une orientation politique, un angle politique, puisqu'en fait un angle de société, en fait, tout simplement, quand tu débunkes quelque chose, c'est en réaction souvent à un pouvoir qui a dit de la merde, et donc du coup, quand tu viens corriger ce qu'ils disent, et quand tu viens expliquer qu'ils le disent eux-mêmes pour des raisons idéologiques, de fait, c'est un acte politique. Et j'ai même fait une série de vidéos sur les figures politiques et les figures rhétoriques pour 2017, pour la campagne. Donc moi, j'ai l'impression que les choses n'ont pas particulièrement changé. Par contre, là, on rentre dans un climat qui est beaucoup plus électoral, puisque c'est bientôt les élections présidentielles. Et de fait, les sorties des politiques sur des sujets comme les langues, j'ai l'impression que eux, par contre, sont plus nombreux, qu'il y a beaucoup plus d'instrumentalisation qui est fait, puisque c'est du temps de parole à pas cher, quand même, on peut le résumer comme ça. Du coup, peut-être que j'ai besoin de plus souvent corriger dans cette période précise ce qui est en train d'être dit et ce qui est en train d'être fait. Les projets d'émissions sur Twitch dont tu avais parlé sont-ils toujours d'actualité? Oui, compliqué, long, jamais fait d'émission, jamais prévu, budget conséquent également. Donc oui, on va probablement tenter 3 ou 4 émissions et probablement essayer de la faire financer via un financement participatif. Je dis ça, j'en sais rien encore. En l'absence de sponsors, en l'absence de placement de produits, en l'absence d'opérations commerciales, parce que moi j'ai jamais fait un placement de produit sur Twitch encore, j'ai jamais eu une OP sur Twitch, j'ai jamais été payé pour quoi que ce soit sur Twitch encore, ça ne m'est jamais arrivé. Donc je pense qu'il est impossible pour l'instant de faire financer cette émission, au moins tant qu'elle n'a pas vu le jour. Ce qui veut dire qu'on va en faire financer 3 ou 4. Si jamais on arrive à avoir un modèle économique, on continuera, sinon on arrêtera, tout simplement. Est-ce que ça s'améliore les revenus Twitch? Est-ce que ça avance les projets que tu avais du niveau streaming? Alors les projets, oui, ils continuent d'avancer. Notamment pour tout ce qui est lié au Major, les anecdotes ça continue. Il y a peut-être un live mensuel que je ferai où j'expliquerai en gros ce qui se passera le mois suivant sur la chaîne, que ce soit Twitch, YouTube, etc., pour parler un peu d'actu et pour pouvoir livrer un peu d'actu. Ça, je sais pas quand est-ce que je le ferai, je sais pas quand est-ce que je le mettrai en place, ni si je le mettrai en place, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Et le revenu Twitch, il y a eu un leak, donc c'est facile à vérifier. Et non, ça s'améliore pas, ça chute même plutôt. Je stream moins aussi, et il y a moins de projets centraux sur Twitch en ce moment qu'il y en a pu en avoir avant. Et d'ailleurs, juste concernant le Major, bientôt Hearts of Iron 4, RP beaucoup plus contemporain, beaucoup plus poussé, avec vraiment des inserts, etc. Donc vraiment, on va essayer de monter d'un niveau. Donc n'hésitez pas à suivre ça, ça devrait commencer la semaine prochaine. Pourquoi les lives sont-ils les mardis à 16h? La prépa me permet pas ces horaires. Eh bien, on va probablement décaler l'heure à 18h. On va probablement faire 18h, 20h30 RP, donc on va retirer une demi-heure de RP, en même temps il y a besoin de plus de préparation pour celui-ci. Une demi-heure, en gros, tampon anecdote, et puis soit là on arrêtera là, soit on prolongera sur le Among Us du mardi soir, quand j'ai une place pour y être, ou si c'est encore d'actualité. Comme ça fera un live continu. Et ça m'évitera moi aussi de faire une coupure d'1 heure en plein milieu. Ce qui était une bonne chose, à un moment je pensais que c'était une bonne chose, mais en fait ça me sort un peu du truc, c'est un peu dur des fois de m'y remettre. Donc autant tout enchaîner, quoi. Les live RP du mardi, c'est une fois par semaine où j'incarne un personnage avec des best-of sur la chaîne secondaire. Si ça peut vous paraître peu, c'est parce que ça demande beaucoup de préparation en fait. Alors il y a de la préparation inhérente au live, une préparation d'avant, une préparation de moi, mais aussi une préparation extérieure. Par exemple, l'une des dépenses de l'année, ça a été de faire refaire le costume. Une autre, qui est liée, ça a été de faire développer un mode spécialement conçu pour le stream afin de vous faire participer au jeu. Et bientôt, il va y avoir des reportages intégrés au direct pour renforcer l'immersion avec des intervenants extérieurs. Donc c'est un gros programme, beaucoup d'énergie à mettre en place. Et évidemment, c'est totalement à perte aussi,
ça, quoi qu'il arrive. Hein. C'est le pire investissement, mais c'est la super envie de continuer. Il y a aussi les anecdotes du mardi, en principe tout en replay sur la chaîne secondaire, là aussi. Le mardi, donc, c'est beaucoup de choses différentes, même si ça peut paraître peu en volume horaire. Ça occupe pas mal de charge mentale, vu tout ce que je fais déjà à côté. Et je vous l'annonce, on continue, hein, on vous prévoit déjà le futur, et j'espère qu'on va bien s'amuser. Et sans transition, eh bien, on va attaquer dans cette vidéo-là, cette vidéo-ci, celle sur la FAQ, un autre aspect des questions courantes à mon égard, c'est la politique, l'actualité, et finalement, à quel point c'est prégnant dans ma chaîne et dans mon travail. Car oui, si la description des langues est un acte anodin en apparence, l'actualité nous rappelle toujours que c'est politique. On l'a vu avec le grec et le latin, avec Yale dans le dictionnaire Robert, avec tout un tas d'autres sujets pourtant anecdotiques en apparence. La langue étant un objet social, c'est quelque chose sur laquelle les gens s'interrogent, donnent leur avis et veulent parfois légiférer. De fait donc, la langue, c'est politique. J'ai l'impression que dans tes vidéos et tes threads Twitter, tu défends l'idée que le pluralisme des langues est une bonne chose en soi, notamment à travers ta défense de l'apprentissage des langues régionales, ton regret que l'anglais remplace toutes les autres langues secondaires à l'école, etc. Mais de mon point de vue naïf, la langue est avant tout un outil pour se comprendre entre humains. J'ai l'impression qu'une langue parlée par la terre entière, c'est une situation bien plus souhaitable que d'avoir 200 pays avec je ne sais pas combien de langues officielles différentes et aucune langue commune. Il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans ce que tu dis. La langue n'est jamais qu'un outil pour qu'on puisse se comprendre et parler. La langue n'est jamais que quelque chose de pratique, c'est aussi quelque chose qui véhicule des idées, une histoire, une façon de voir les choses, une façon d'aborder les choses, etc. Un exemple très bête, les Pays-Bas ont vraiment augmenté de manière significative la place qu'ils font à l'anglais dans leur système universitaire, aux dépens du néerlandais, parce qu'il faut intégrer les Pays-Bas dans le nouveau monde de demain, etc. Par exemple, un impact très direct de ça, c'est que les cours de l'IT néerlandaise sont remplacés par des cours de l'IT anglaise. Ce qui fait que les Néerlandais vont plus avoir tendance aujourd'hui à apprendre et à étudier des auteurs anglo-saxons que des auteurs de chez eux. Et petit à petit, en fait, il se passe ce qu'on appelle une acculturation, c'est-à-dire finalement, ils finissent par oublier leur culture, leur histoire, etc., pour complètement le remplacer par celle des autres, celle des anglo-saxons, c'est celle-là qu'ils étudient, sauf qu'ils ne sont pas vraiment anglo-saxons, ils n'ont pas les deux pieds dans le milieu. Quand vous êtes un néerlandais, vous voulez avoir accès à je sais pas moi, à Hollywood, aux diffusions d'un bouquin écrit en anglais, donc c'est-à-dire au système de l'édition anglo-saxon ou je sais pas quoi, etc., vous n'avez pas les mêmes chances de réussir. En fait, vous êtes plus traité comme un vassal ou comme une colonie en réalité, du point de vue des États-Unis. Un truc très direct aussi, on va le voir, c'est que tous les francophones n'ont pas accès au même espace de la francophonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez le top 50 en France, vous avez essentiellement des auteurs francophones français. Vous n'avez jamais de musique africaine, à part peut-être la chanson de l'été de Magic System, voilà, une fois de temps en temps. Les seuls Africains qui réussissent en France à s'imposer dans le milieu culturel sont les Africains qui sont, en fait, nés ou qui vivent en France. Parce que la composante géographique est très importante, la composante économique est aussi très importante, il n'y a pas une composante linguistique qui serait en dehors de tout, surplombante, qui mettrait tout le monde sur un strict pied d'égalité. Et ça, c'est une vidéo aussi que j'ai envie de faire, puisqu'en fait, ça s'est démontré, il y a même des études, etc. Par exemple, entre deux personnes qui vont parler anglais et qui vont faire de la recherche, l'américain aura toujours plus de chances d'être cité, d'être récompensé, d'être mieux payé que quelqu'un qui ne serait pas américain. On nous vante un système où si tout le monde parle la même langue, la recherche sera plus simple, sera plus dynamique, sera plus partagée, etc. En fait, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est vrai dans une certaine mesure, mais il y a aussi beaucoup d'autres freins qui sont en fait liés à la politique linguistique et culturelle des États-Unis, qui sert à eux à diffuser leur idéologie, leur modèle économique, leur modèle culturel, diffuser leurs biens. Ils en dépendent économiquement, ils en dépendent sur tout un tas de plans. Concernant l'introduction du mot Yale dans le dictionnaire, nous y voilà. Que penses-tu du fait que les dictionnaires des entreprises privées aient plus de poids dans l'évolution de la langue que les institutions étatiques publiques comme la DGLFLF ou même l'Académie française? Je suis personnellement rebuté par le fait qu'on laisse la langue française aux mains de structures privées dirigées par le profit, plutôt qu'entre les mains de structures publiques. En fait, les institutions étatiques publiques aujourd'hui ne sont pas dénuées de politique, et surtout sur la question linguistique. La politique linguistique d'un pays, sa politique culturelle, c'est quelque chose de très central. C'est quelque chose dont on ne parle jamais, évidemment, c'est quelque chose qui n'est jamais dans un programme politique, c'est quelque chose qui n'est jamais débattu, tellement on a l'impression qu'il va de soi. Alors qu'en réalité, pas du tout. C'est du pognon, c'est des moyens, et c'est aussi décider de comment on perçoit nous-mêmes notre langue, comment est-ce qu'on l'oriente. Bon, encore une fois, le Robert, il n'impose rien. On lui a donné beaucoup de poids, là, avec cette histoire autour de Yale, là, où j'ai fait une vidéo dessus, hein, je vous y renvoie, mais en réalité, le Robert, le seul moment où on l'entend parler dans l'année, d'un point de vue public, hein, c'est les moments où il y a ces nouvelles entrées dans le dictionnaire. Sinon, personne ne lit le dictionnaire Robert et en apprend les mots et n'utilise que ceux qui sont dedans. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Par contre, l'Académie française, effectivement, c'est ce qu'elle décide de faire. Alors, elle, en l'absence de tout dictionnaire, puisqu'ils n'ont pas encore fait leur dictionnaire, mais en faisant cette rubrique de on dit, on ne dit pas, en ayant aussi un accès aux médias qui est beaucoup plus facilité, en ayant un accès au pouvoir politique qui est beaucoup plus facilité, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas neutre. Et en vrai, l'Académie française, je suis pas sûr qu'on devrait tant la voir comme une institution publique que comme une institution privée en réalité. Hein. Tout le monde n'y rentre pas, tout le monde n'y bosse pas. Le côté ancien régime fait que c'est une institution qui n'est absolument pas démocratique ni au service du peuple.
Pas du tout. Et la DGLFLF, dans tout ça, elle a peut-être pas beaucoup de moyens, n'empêche que elle est rattachée au ministère de la Culture, si j'ai pas de bêtises. Elle dépend du coup de la politique linguistique que le gouvernement veut faire. Non, ça sort de nulle part que le dictionnaire des entreprises privées aurait plus de poids que les institutions publiques sur les questions linguistiques. Pour le coup, c'est plutôt le contraire. Est-ce que ce type de vidéo, mais surtout tous tes retweets sur Twitter pour dénoncer d'autres tweets, ne serait pas au final la droite qui ne sert qu'à faire le buzz sur les réseaux en allant toujours plus loin? Au final, tout ça donne de l'importance dans le débat à ce qui n'est pas important. Ne vaudrait-il pas mieux éviter de démonter chaque proposition de la droite? C'est toujours le problème quand tu débunkes quelque chose, c'est que tu lui donnes potentiellement plus de visibilité. Il se trouve qu'aujourd'hui, je me pose pas cette question. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, moi, je ne pèse rien face à Bolloré, par exemple. Ce que moi, je vais débunker, il va toucher qu'une frange infime de la population, déjà. Par contre, je vais peut-être toucher des gens qui, eux, vont ensuite aller corriger les gens en leur disant « mais non, ça c'est pas vrai, etc. » En fait, juste, si c'est pas les mêmes publics que je touche, je suis pas sûr que je convainque des gens d'aller dans le camp de ceux que je dénonce en faisant ce que je fais. Pas plus que le contraire, en tout cas. Voilà, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus rien débunker? Parce que si c'est ça, le truc, c'est qu'en fait, ce qui sont des fake news ne sont plus identifiés en tant que tels. À aucun moment, ça devient la vérité. Quand les gens disent la vérité ou quand on croit qu'ils disent la vérité, c'est encore plus fort et encore plus convaincant, je pense. Tu partages avec humour et pertinence ton avis sur des sujets comme l'orthographe du français, la canine française ou l'espéranto, à l'image des sujets écologiques. Ces sujets semblent bloqués par l'absence d'initiatives politiques motrices. Quels sont les leviers concrets dont dispose individuellement ton public convaincu pour soutenir ces initiatives? En tant qu'individu, vous ne pouvez pas changer le monde. Déjà, vous pouvez difficilement changer votre propre vie, votre propre condition. Juste vivre votre vie, et puis on va tous converger sans s'en rendre compte vers d'une situation A à une situation B. Et voilà quoi, j'ai pas beaucoup d'espoir, vous savez. Moi je n'ai pas de solution à vous apporter. Est-ce que tu feras une petite apparition dans l'émission Backseat de Jean Massier à l'occasion? Je n'ai jamais été invité. Et si jamais je le suis, notamment pour ma tournée promotionnelle de livres, j'irai. Salut, qu'est-ce que tu penses du torpillage de la loi Molac et des tentatives incessantes de destruction des anciennes langues dites régionales de la part de l'État? En fait, moi, ceux qui m'ont le plus déçu pour la loi Molac, c'est la gauche, c'est la France Insoumise, je vous le dis, qui a voté avec La République En Marche contre cette loi, en invoquant des motifs qui sont pour moi des excuses, puisqu'en fait une contre-proposition a très bien pu voir le jour, des aménagements, etc. Et en fait c'est juste parce que ça ne veut pas dire la vérité, qui est la vérité de l'avis de Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps, qui est connu, et j'en avais déjà parlé. Jean-Luc Mélenchon est un jacobin, il croit à la langue française unie, indivisible et unique en France, et il est contre les langues régionales, qu'on le dise, il est contre, sauf quand ça s'exprime, oui, comme ça, dans la sphère privée, donc il est contre, en gros, toute initiative politique de favorisation ou de défense des langues régionales. De fait, la France Insoumise, même si jamais ils ont invoqué des motifs sociaux quels qu'ils soient, a voté contre cette loi. Une loi qui peut-être n'était pas aussi inclusive qu'on le voudrait, mais une loi qui, et ça on le voit très bien sur les cartes électorales, avait le soutien des gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, dans toutes les régions où des langues régionales sont parlées. Ce qui pour moi veut tout dire. Et là-dessus, sur cette question, la France Insoumise montre, encore une fois, comme une partie de la gauche, à quel point ils sont déconnectés de ce qui fait la ruralité aujourd'hui en France, et ce qui fait l'identité, la tradition, qui sont des choses qui sont importantes aussi pour les gens de gauche, comme moi, par exemple. Es-tu de gauche? Oui, mais. Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche aujourd'hui? Visiblement, même les candidats de gauche ne le savent pas tout à fait, parce que j'ai vu que récemment Hidalgo avait accusé Mélenchon de ne pas être de gauche. Mélenchon qui accuse Hidalgo de ne pas être de gauche. Yannick Jadot qui dit de gauche, qui pour moi il ne l'est pas. Je crois qu'il y a une espèce d'errance idéologique à gauche, où même la gauche elle-même a du mal de revenir aux fondamentaux et à se définir elle-même, ce qui est un problème. Et puis, en termes d'offres politiques, je vais pas m'épandre, mais j'ai pas l'impression d'avoir chaussure à mon pied aujourd'hui. Donc je pense que je vais surtout rejoindre la masse d'abstentionnistes à partir de cette année. Il y en a plein le cul, au bout d'un moment. Les gens de droite sont-ils aveugles ou idiots? Non, il y a tout un tas de raisons que je peux comprendre qui sont de droite, qui ne sont pas liées à l'immigration, au fait d'être aveugle, etc. Il y a beaucoup de gens aveugles à gauche, attention. Moi, quand je suis allé au Salon Bio, là, il y a 2 ans, il y avait plein de gauchistes en Sarwell. Bon, ils vendaient des pierres magiques, et ils faisaient des trucs sur le anti-compteur Linky, et ils disaient, voilà, cette pomme, sans pesticides, machin, tout au sulfate de cuivre, regardez, elle est bonne, elle est bio. Bon, ça pour moi, c'est de l'obscurantisme. C'est être aveugle de tout un tas de réalités scientifiques. Et pourtant ces gens-là sont de gauche. Peut-être pas tous, mais en tout cas ceux que j'ai croisés là-bas y étaient. Faut reconnecter avec la nature, etc. L'appel à la nature, j'ai l'impression que c'est très de gauche en ce moment, c'est très en vogue. Ça pour moi, c'est pas particulièrement être clairvoyant. Alors là, je parle d'un truc très anecdotique, qui concerne mon histoire à moi, et bien sûr que on va pas généraliser
la gauche a ses personnes, mais comme on va pas généraliser non plus la droite au RIA qui parle d'immigration, puisqu'en réalité, j'ai grandi dans un milieu où la plupart des gens étaient de droite. Mes 4 grands-parents étaient de droite, ma famille était de droite. Ils étaient pas de droite parce que les immigrés, ils étaient pas de droite parce que la sécurité, ils étaient de droite parce que la fiscalité, parce que les traditions, parce que le terroir, qui sont des raisons qui sont totalement différentes. Aussi des questions de tradition, hein, tout simplement, des questions de perpétuer l'histoire familiale, ou des questions qui peuvent relever du détail, voilà. Suis-je de gauche? C'est une question importante pour beaucoup d'entre vous. Et je vous le dis clairement ici, oui, je suis de gauche. Je l'ai déjà dit. Je sais très pertinemment que mon intérêt serait au contraire de noyer le poisson sur cette question, d'entretenir le flou, d'essayer de vous faire croire à tous que je suis probablement du même camp que vous, si par définition, être du même avis que chacun qui verrait cette vidéo, ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est pour ça que les vidéastes qui se réclament de l'apolitisme, qui affichent une certaine neutralité politique, en réalité, je trouve souvent que c'est hypocrite, puisque, surtout quand ils font des vidéos où ils donnent leur avis, ce n'est jamais neutre politiquement. C'est juste qu'ils ont peur de s'aliéner une partie de leur public, une partie de leurs revenus, et pour moi, la cohérence et l'honnêteté poussent à énoncer ses biais, son orientation. Ça permet de vous fournir une grille de lecture pour comprendre ce que je dis, d'où ça vient, quel est mon parcours, pourquoi j'ai cet angle. Bref, je pense que tout le monde y gagne. Parce que le ni droite, ni gauche, ça me fatigue. Je préfère les gens franchement de droite que ceux qui se vivent dans le no man's land idéologique pour mieux répéter les poncifs libéraux comme une comptine. Parce que toutes les idées ont une histoire, une origine, toutes les idées servent un projet de société qui profite à certains, mais qui en pénalise d'autres. C'est la logique qui veut ça. Donc, au bout d'un moment, voilà, faut être lucide aussi là-dessus, quoi. As-tu envisagé un jour peut-être de présenter une thèse, un article ou n'importe quelle autre publication universitaire, ou alors c'est déjà fait? J'ai participé à un colloque, donc j'ai déjà fait des publications, et je compte peut-être reprendre mes études pour faire un master, pour là documenter qu'est-ce que ça veut dire de reprendre ses études aujourd'hui, donc sur YouTube, et essayer d'aller jusqu'au bout pour voir. Pas dit que j'y arrive. Donc oui, mais pour autant, j'ai pas le temps, ni le besoin, et je n'ai pas l'impression que c'est moins légitime de faire de la vulgarisation sur YouTube que d'en faire dans le cercle traditionnel où c'est déjà bouché, les gens se battent déjà pour les places, et voilà. Il manque peut-être plus de passeurs de savoir aujourd'hui que de producteurs de savoir. J'aime énormément le contenu que tu produis, aussi bien sur le fond que sur la forme. Je voulais te poser une question, aimes-tu ce que tu fais? Oui, et j'ai de la chance. J'ai de la chance de faire un travail que j'aime, puisque je crois que c'est la moitié des Français qui font un boulot qu'ils aiment pas. Qu'en est-il de tes futurs projets? Te projettes-tu encore sur YouTube pour un petit moment, ou peut-être as-tu envie d'autre chose? YouTube, ce sera probablement une parenthèse dans ma vie. Bon là, c'est une parenthèse qui commence à durer un peu. Je suis lucide, YouTube, c'est pas pour la vie non plus. Enfin, le Minitel, ça finit un moment. Les radios, elles ont fini par se casser la gueule. Les gens qui ont lancé des kiosques où ils louaient des VHS, je pense que, voilà, aujourd'hui, ils se disaient peut-être, bon, ça c'est l'avenir, et puis finalement, aujourd'hui, c'est le passé. Donc faut être lucide là-dessus aussi. Ça finira probablement à un moment. Le podcast, parler comme jamais, était mis de côté par ses animatrices, est-ce que tu aimerais le reprendre? Bah non, j'ai déjà une chaîne YouTube, et puis en plus j'écoute pas de podcast, alors je vais pas commencer à en produire. Quels sont les intérêts à la fois personnels et intellectuels à étudier la linguistique aujourd'hui? Bah j'en sais rien, puisque moi j'ai toujours été passionné, donc je me suis jamais posé cette question. J'ai déjà dit que la langue germanique t'attirait plutôt plus, et que les langues japoniques plutôt moins. Si tu devais commencer à t'intéresser à une nouvelle famille de langues pour les étudier, vers laquelle tu te dirigerais, a priori, et laquelle éviterais-tu? Bah les langues slaves, ça m'intéresse un peu. Le finnois, j'ai déjà parlé, ça m'intéresse beaucoup, les langues finno-ugriennes de manière générale. Ce qui m'intéresse pas... Les langues sémitiques, ça m'intéresse pas trop. Le japonais, le coréen, ça m'intéresse pas trop. Le chinois, ça m'intéresse. Les langues isolantes, ça m'a toujours un peu fasciné. J'aimerais savoir s'il est possible de créer une langue isolante sans utiliser les systèmes de ton, et du coup j'ai envie de savoir à quel point le système de ton est important et nécessaire et comment il prend forme dans le chinois. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai parlé du chinois sur la chaîne cette année. C'est et l'égyptien aussi d'ailleurs, dont je vais parler bientôt. Là pour le coup c'est plus l'écriture qui m'intéresse. Et aussi le côté effectivement changer de système d'écriture. Ça c'est quelque chose qui m'attire assez. Et en vrai le turc, pas mal le turc aussi, bon client le turc. Pour ce qui est des langues vivantes, ne sommes-nous pas d'accord pour dire que 2 heures d'anglais et 2 heures d'allemand ou d'espagnol par semaine au lycée sont insuffisantes? J'avais parlé avec un interprète qui travaillait parfois à la Commission européenne et qui disait en gros que vaudrait mieux en apprendre une bien que 2 mauvaises. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Vaut mieux parler 2 langues à moitié qu'une langue parfaitement. En fait, quand tu dédies 2 heures à l'anglais, 2 heures à l'allemand au lieu de 4 heures à l'anglais, c'est pas juste tu vas apprendre que la moitié de ce que tu aurais pu apprendre si tu avais fait 4 heures d'anglais. En fait, tu as toujours plus. Parce que plus tu apprends de langues différentes, et plus ton niveau global ou ta facilité à comprendre même comment marche cette langue va s'améliorer. C'est ce qu'on appelle la valeur propédeutique des langues. Quand tu vas apprendre une nouvelle langue, tu ne pars jamais de zéro, parce que tu as déjà appris d'autres langues qui pourraient avoir des systèmes, des fonctionnements, etc. En fait, bref, tu conditionnes ton cerveau aussi à s'extraire de ta propre langue à toi. Donc du coup, c'est plus facile d'appréhender la langue des autres. On n'a pas assez d'heures de langue, je pense aussi. Est-ce qu'il faudrait tout qu'on mette sur l'anglais? Je pense que non. Comme il ne faudrait pas tout mettre sur l'allemand, ni tout mettre sur l'italien, ni tout mettre sur l'espagnol. Je pense que c'est bien d'avoir une multiplicité des langues en question, déjà parce que certains vont être bien meilleurs en allemand qu'ils vont l'être en anglais, pour des raisons très différentes, ou bien meilleurs en espagnol, etc. Le choix aussi est quelque chose d'optimal
dans le sens où il permet aux gens d'aller vers ce qui les intéresse potentiellement plus, là où ils sont potentiellement les meilleurs, et donc là où ils pourront le mieux s'illustrer. Tout simplement, en fait. Tu dis que tu n'aimes pas la littérature? Rien du tout. J'ai acheté le dernier Stephen King, là, dont j'ai lu les 2/3 en une journée, ce qui m'a énormément surpris. Donc je lis très peu, parce qu'en fait, les pratiques littéraires qu'on nous a enseignées, et pour moi, du coup, ce qu'était la littérature, en réalité, telle qu'on nous l'apprend à l'école, c'est en fait la culture légitime, une partie de la littérature qui est très réduite, et c'était extrêmement culpabilisant. Donc non, maintenant, je lis pas autant que je voudrais, clairement. Parce que j'ai pas l'habitude, mais j'écris aussi, donc c'est quelque chose que je me force un minimum à faire, et je me surprends moi-même à prendre du plaisir à lire. Mais c'est assez... pas autant que je regarde de séries, par exemple. Et de toute façon, je fais des vidéos, donc ça doit être là aussi. Bon, alors il est temps de parler d'argent et de dresser un bilan comptable de la chaîne, de parler de la situation financière de manière globale. Et évidemment, je rappelle que pour cette partie, on prend en compte les revenus et les sorties allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, puisque c'est ainsi qu'est faite l'année comptable. Donc ensuite, moi, j'ai à peu près 2 mois pour pouvoir faire des synthèses, savoir où est-ce qu'on en est, faire le bilan, etc. Et donc ça nous met au 30 novembre, à aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, parce que les choses sont bien faites. Alors premièrement, on va faire une liste de tout ce qui a été produit. Donc on a 9 vidéos classiques, mais on a aussi 6 shorts, étalés sur toute l'année. On est donc à une moyenne d'une vidéo toutes les 6 semaines, souvent en fin de mois pour des raisons liées au placement de produits, car souvent je dois sortir une vidéo tel ou tel mois, et du coup je la sors le dernier jour pour être sûr que tout est bien, tout est en place, que je n'ai rien oublié. Je passe beaucoup de temps à les revoir, donc, comme vous vous en doutez. Et donc au total, la chaîne a généré sur cette période 3,9 millions de vues et 38 800 abonnés. Le 30 septembre 2021, donc, la chaîne Linguisticae totalisait 353 000 abonnés et 23,5 millions de vues. Mais à cela, il faut ajouter la chaîne secondaire, qui est très active depuis en fait l'année dernière. Ça peut près faire 1 an. Alors là, on a beaucoup plus de contenu. On a 64 vidéos, dont une majorité d'anecdotes du mardi, mais aussi des best-of ou des temps forts. Et sur l'année comptable, donc, cette chaîne a généré 830 000 vues et 12 600 abonnés. Bon là, on a clairement atteint un plafond de verre. Ça ne monte plus beaucoup, voire même ça a tendance parfois à descendre. Mais c'est pas grave, on continue d'alimenter malgré tout, et on n'en a pas fini. Si maintenant on prend les revenus de ces deux chaînes, selon les analytics, la chaîne principale a généré 9 945,47 € et la chaîne secondaire 1375,29 €. Bon, en réalité, c'est un poil moins, c'est de l'ordre de près de 10% de moins. Et vous allez le voir après, mais en fait, il n'y a qu'une partie de cet argent qui a été récupéré pour le moment. Mais parlons des recettes, justement. Parlons-en. D'où vient l'argent qui sert à financer la chaîne Linguisticae ? Et toutes les activités annexes, d'ailleurs, au passage. Alors, pour commencer, parlons de ce qui a généré le plus. Et là, très clairement, il n'y a pas du tout de concours, il n'y a pas de lutte. C'est les placements de produits, de très loin. Ça représente 30 419,17 € cette année, c'est très majoritairement du NordVPN. Et pour la petite histoire, je rappelle quand même que je négocie avec eux des contrats à l'année et que j'ai un intéressement sur les ventes. Alors ils voulaient pas trop faire évoluer le tarif pour 2021, donc on a quand même renégocié, moi j'ai forcé pour que le tarif soit supérieur, parce que la chaîne avait 50 000 abonnés de plus, faisait plus de vues, c'est logique que ce soit payé plus. Alors je vous épargne toutes les péripéties, mais bref, à la fin j'ai fini par avoir gain de cause et rien n'a changé en termes de fréquence, mais en termes de tarification, oui. J'ai conservé un contrat sur le long terme, j'ai conservé un intéressement des ventes, et je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de créateurs ne l'ont pas, ou ne l'ont plus, ou l'ont de moins en moins. Donc là, pour vous donner une idée, maintenant on est à 3 500 € brut, la vidéo hors commission. Bon, le reste de l'argent des placements de produits, on le donne notamment à Cambly. Bon, il avait été question avec eux de faire un partenariat sur le long terme pour voir si ça marchait, etc. Je leur ai écrit pour leur demander leur retour, voir comment ça s'était passé chez eux, et je n'ai pas vraiment eu de réponse, donc de fait c'est tombé à l'eau. Et il y a également eu l'argent de TNC Media pour la vidéo sur l'écriture chinoise, où là c'est un peu particulier, j'en avais déjà un peu parlé sur Twitter, mais ça c'était en plus une vidéo qui était déjà écrite, donc du coup j'ai juste su à prendre l'argent. Le dernier partenaire, par contre, là on va en parler un peu plus longuement, c'est Displate, puisque si vous vous souvenez, Noël de dernière, j'ai fait une OP pour Displate. Alors, eux, pour le coup, ils sont super chauds de rebosser avec moi, de rebosser avec pas mal de gens d'ailleurs, et là c'est plutôt de mon côté que ça coince, c'est plutôt moi qui refuse. D'ailleurs, je le mets ici en parenthèse, mais je refuse de bosser avec beaucoup de gens, parce que vous voyez finalement qu'une part très faible des gens qui me démarchent, pour tout un tas de raisons, qui peuvent être liées aux tarifs, qui peuvent être liées aux conditions, qui peuvent être liées à quel point c'est compliqué aussi de bosser avec, aux exigences, etc., voire même tout simplement la loi. Il y en a qui nous demandent de faire des choses illégales. Mais ça, on en reparlera plus tard sur la chaîne. Il y avait eu quand même, au moment où on a sorti nos vidéos, tout un tas d'histoires sur le fait que Displate ne fait pas grand-chose pour lutter contre le vol d'œuvres d'art sur leur site, ce que moi j'ignorais à l'époque. Et donc du coup, beaucoup de vidéastes ont été accusés de faire le jeu d'une plateforme qui vole les artistes, voire qui finalement visibilise le vol, ou l'approuve, ou en tout cas ne fait rien contre en présentant la société sous une bonne image, pour des problèmes qui apparemment sont connus depuis longtemps. Alors moi, tout ça évidemment,
je l'ignorais. Mais il se trouve que je me sentais pas tout à fait concerné par cette problématique, puisque moi, ce que je vendais sur Displate, c'était mes visuels à moi, c'est des dessins à moi. Il n'y a rien que je vende, il n'y a rien que je mette en avant dans mes vidéos en termes de promotion de produits dérivés, qui ne soit pas directement créé pour la chaîne, et souvent, enfin même toujours, par moi. Donc moi, Displate, c'était particulièrement intéressant, puisque ça me permettait de vendre mes cartes, notamment, sur des supports que malgré tout j'aime pas mal, j'aime beaucoup le principe, donc moi j'y voyais que du bénéfice. Sauf que voilà, moi aujourd'hui je continue de vendre des visuels à moi sur Displate, mais comme j'ai un contrat particulier avec eux, je peux pas directement récupérer mon argent en demandant un virement sur le site comme le font j'imagine les autres artistes. Et bref, en gros la conclusion rapide, c'est que si j'ai bien été payé pour la sponsorisation avec ma casquette de vidéaste, je l'ai pas été pour mes visuels avec ma casquette d'artiste. Là, j'attends toujours mon argent, peut-être qu'on le récupérera, peut-être pas, je ne sais pas. Donc en attendant, évidemment, j'exclus tous vos partenariats avec eux. Mais bref, enchaînons et continuons sur ce bilan. Ensuite, donc vient Tipeee, c'est 8627,60 €, c'est un chiffre qui est en baisse depuis un petit moment, notamment parce que je favorise de plus en plus Utip, notamment avec ce qui s'est passé avec Tipeee, comme vous l'avez très certainement suivi, bon, je vais pas m'épandre là-dessus. Mais du coup, Utip, ça génère 1324,28 € cette année, c'est pas beaucoup. Moi, je vous incite évidemment à faire la bascule, si jamais vous êtes un tipeur. Il y a moins de commissions, c'est plus pratique, c'est plus clair, et nous, fiscalement parlant, en plus, c'est beaucoup plus transparent et en accord avec la loi, ce qui n'est pas négligeable. En tout cas, Tipeee représente 14,1% et Utip 2,2% des entrées cette année. Au total, donc, le financement participatif qui était central tout au début de la chaîne continue de réduire en termes de proportion dans le budget global des entrées. Ce qui est plutôt une bonne chose et un bon signe de santé aussi de la chaîne, je trouve. Moi, je suis pas forcément toujours à l'aise avec le fait de demander de l'argent sans contrepartie à des gens. C'est pour ça que la boutique, ça me paraît être une solution assez intéressante, et c'est pour ça aussi que les sponsorisations, c'est une solution intéressante. Et c'est pour toutes ces raisons que je mets moins, voire parfois plus du tout, en avant ni Tipeee ni Utip dans mes vidéos. Néanmoins, ces pages sont encore ouvertes, ça laisse la place à ceux qui le voudraient de contribuer, et c'est pour tous ceux qui justement décident de participer au financement de la chaîne via ces canaux que je fais cette vidéo de bilan comptable. C'est la moindre des choses. Ah oui, parce qu'on exige des associations qu'elles rendent leur compte public lorsqu'elles touchent de l'argent qui vient du public, parce que les actionnaires ou les investisseurs demandent toujours les bilans comptables des sociétés dans lesquelles ils mettent leur pognon. Bon c'est pas déconnant qu'un vidéaste explique ce qu'il a fait de l'argent qu'il a reçu sans contrepartie à ceux qui lui ont donné. En tout cas, ensuite, après vient la boutique, c'est 5727,21 € cette année, c'est 9,4% des recettes. C'est un chiffre qui est en baisse ces derniers mois, mais on va faire évoluer la chose. La boutique, ça a toujours été, depuis son lancement, un des cœurs économiques de la chaîne. D'ailleurs, c'est probablement parce que je produis moi-même les visuels que je vous propose à la vente. Évidemment, par exemple, il y a les cartes, comme celle qu'il y a derrière moi. En plus, toutes les boutiques ne le proposent pas, c'est super compliqué de trouver quelque chose qui fait du merchandising de manière correcte, que ce soit envers les consommateurs, comme ce soit envers les créateurs. Donc il y avait ce truc avec Teespring qui permet d'avoir notamment les produits sous la vidéo. Teespring qui produisait des produits comme tous ceux que en fait vous voyez dans mes fonds de vidéo et toutes les fringues que je porte en fait. Pour autant, je vais changer de boutique. Et je vous l'annonce ici, on va passer sur quelque chose de basé en France. C'est pas forcément par nationalisme, mais c'est aussi parce que Teespring a monté les prix, a supprimé des articles sans me prévenir, ou alors pas toujours au moment, parfois après. Des fois je me suis rendu compte de la chose fortuitement. Et c'est aussi super compliqué de bosser avec des gens qui te répondent pas, ou alors qui te spamment de mails en anglais, du milieu de la start-up à la con. Moi, j'ai besoin d'un prestataire de service avec qui je peux discuter de mes problèmes, disponible, et si possible, dans ma langue. Aussi simple que ça. Donc voilà, je vous présente la nouvelle boutique, avec un nouveau prestataire. Je ne sais pas ce que ça donnera, j'espère que ça donnera du bien. Donc il y a toute une nouvelle gamme de produits, il y en a d'autres qui vont arriver, mais par contre, il y a tout un tas de produits qui ne sont pas encore disponibles, mais qui étaient disponibles sur Teespring, notamment ce genre de carte, un mural gigantesque format. Je leur ai demandé, a priori ça devrait très rapidement arriver, donc si jamais vous regardez cette vidéo après sa sortie, peut-être que c'est même déjà là. Par contre, il y a un truc moi qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'ils font des offres de bundle, en fait on peut directement préparer des packs pour réduire le prix des articles, faire un export commun, et ça c'est plutôt cool. Et le site est visuellement aussi plutôt cool, on s'y retrouve. Voilà, donc c'est bientôt Noël, si jamais vous voulez faire des cadeaux, testez-la, mais surtout, si jamais vous le faites, faites-moi remonter les infos pour savoir si jamais ça vous a plu, si l'expérience a été bonne, si les produits sont de bonne qualité. Pour ça, je vous invite évidemment à parler sur Discord, mais aussi en commentaire de cette vidéo, parce que pourquoi pas.
Bon, pour revenir à l'argent généré sur la chaîne, ensuite il y a YouTube. Donc YouTube, c'est 5366,88 €, c'est donc à peu près la moitié de ce que la chaîne aurait dû rapporter selon mes analytics. Ça s'explique par des retards de virement, ça s'explique aussi par le fait qu'une partie de cet argent risque d'être récupérée plus tard, etc. pour des raisons que je vous détaille pas ici, mais c'est lié à comment fonctionne Webedia, qui est lié à la chaîne, le fait qu'on risque de se passer de Webedia très bientôt, parce que maintenant je peux le faire, et à toutes ces histoires de changement de formulaire sur Google, enfin tout un tas de choses qui font que c'est pas aussi simple, l'argent n'arrive pas directement. Dans le bilan aussi, on a quelque chose qui est un peu traître, qui est de l'argent qu'on a reçu en acompte de choses qu'on n'a pas encore produites. Donc en gros, c'est de l'avance. Et cette avance, c'est quand même 5175 € de recettes, c'est 8,5% du total. Donc finalement, c'est des paiements pour des choses qui n'ont pas encore été fournies. L'argent, il est là, on peut théoriquement le dépenser, on peut tout à fait faire ça. Mais en attendant, on le met surtout de côté. Et enfin, nous avons Twitch qui a rapporté 3497,45 €, c'est 5,7% du total. C'est une source de revenus qui devrait clairement chuter l'année prochaine, en tout cas vu la tendance que je vois actuellement sur la chaîne Twitch. Et finalement, nous avons aussi 1066 € d'autres sources, comme c'est des factures pour des prestations extérieures surtout, notamment pour d'autres boulots que j'ai pu faire ponctuellement. Pour d'autres, il y a par exemple la dernière saison de Cause, voilà, j'ai dû faire reconstituer une langue celte pour ça, pour des dialogues, et ça rentre dans cet argent. Et il y a aussi tout un tas de trucs un peu plus anecdotiques et des remboursements qu'on a pu percevoir. Au total, donc, nous avons un chiffre d'affaires de 61 202,65 € cette année. Mais bien sûr, tout ceci, il faut le mettre en face de dépenses. Et là vient la question, combien coûte Linguistica ? Eh bien, le premier poste de dépense, sans surprise, c'est mon salaire. C'est 23 520 € brut patronal de dépenser, pour donner en sortie donc un CDI à 35 heures semaine au SMIC horaire, plus une note de droit d'auteur globale de 3 000 € brut environ sur l'année, ce qui devrait nous faire, si on fait un petit calcul de tête, je pense quelque chose comme 1400 € net, si on lit sur l'année, que j'ai perçu du coup sur cette période, je pense. De calcul de ça m'a l'air cohérent, calcul de tête, ça m'a l'air cohérent. Il se trouve que j'ai d'autres sources de revenus à côté qui me permettent de compléter, notamment le livre, dont j'ai déjà perçu la moitié de la valoir, ce qui fait que ça m'augmente un peu spécule, mais je reste encore sous le salaire médian et sous le salaire moyen, mais en même temps, je n'ai pas pour l'instant besoin de beaucoup plus. Alors pour faire du regroupage, on pourrait y associer aussi l'autre salaire. C'est le salaire du monteur de la chaîne secondaire, qui ne fait pas que ça d'ailleurs, qui est Glooms, dont on va reparler ensuite, puisqu'il y a une interview de lui qui suit derrière, restez évidemment. Et donc c'est 8 570 €, cela regroupe donc son travail freelance, puis ensuite son CDI qu'il a signé avec moi il y a quelques mois, qui est un CDI de 28 heures en taux horaire, qui est payé un peu plus que le SMIC horaire. Au total donc, les salaires représentent sur la chaîne 65% des dépenses totales. C'est 2 tiers, à peu près. Ensuite, il y a le matériel. C'est 3 829,07 €, et c'est essentiellement un ordinateur et c'est aussi une carte graphique. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a des nouvelles qui sont sorties, c'est forcément obligatoire, en augmentant la qualité des vidéos, les effets, le montage, etc. et tout simplement en suivant la course technologique qui a lieu, on est obligé de se mettre à jour. Et le matériel coûte de plus en plus cher, même parfois plus cher après sa sortie qu'au moment de sa sortie, notamment à cause des mineurs de Bitcoin, évidemment. Et donc c'est des investissements qui ont été un peu obligatoires. Et à cela, je vais ajouter aussi des frais de licence qui sont relativement incompressibles. Donc on a à peu près pour 779,34 €, donc c'est Adobe pour le montage, les effets spéciaux, etc. Audio Network pour les musiques et Storyblocks pour les stock shots. Et donc au total, ces dépenses qu'on peut associer à ce qui est lié à la création pure de vidéos, c'est 9,4%. Ensuite, on a les voyages. Alors, pas mes vacances, mais plutôt se rendre sur un tournage, aller faire du repérage, partir en conférence, le prix que ça coûte en essence, le prix que ça coûte nourriture, quand on doit se nourrir sur place, et parfois le prix de la chambre d'hôtel. Et je vais rajouter dans ce poste de dépenses quelques annexes, des trucs un peu plus anecdotiques, comme par exemple la commande de livres pour pouvoir faire des recherches. Là, par exemple, j'en ai un sous les yeux, je peux vous le montrer, mais c'est un livre de la grammaire de l'égyptien, c'est des bouquins qui coûtent un peu de pognon. Et la cotisation à la guilde aussi des vidéastes, que je mets dans le lot. Et donc au total, ça c'est 1419,31 €, c'est à peu près 2,9% du total des dépenses. Et ensuite, on a Twitch. Twitch parce qu'il y a le décor, il y a le nouveau costume que vous verrez bientôt, il y a la réalisation du mode Hearts of Iron 4 pour le prochain RP qui va sortir. Tout ça représente 989,95 €, soit à peu près 2% des sorties totales. Et il reste une chose que je n'ai pas abordée, qui est finalement une des choses qui va coûter le plus en dehors des salaires, c'est la chose qui coûte le plus en dehors des salaires,
et qu'il faut payer quoi qu'il arrive. C'est tout ce qui est lié aux frais de fonctionnement. Ça va être donc les dépenses structurelles, les frais de gestion, la comptabilité, mais aussi la mutuelle par exemple. Tout ça. Et là c'est 10 253,88 €. Au total donc c'est 20,8% du total des sorties. Ce qui correspond normalement à peu près à 16% du chiffre d'affaires total. Au total donc on est sur 49 360,71 € de dépenses, soit un excédent de 11 840,94 €. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en réalité c'est pas tant que ça. Alors comme j'ai déjà dit, il y a une partie de cet argent qui est liée à un acompte, donc à une vidéo qui va donc devoir être dépensée pour cette vidéo. Et le reste de l'argent va servir pour une bonne partie à financer l'émission Twitch que je veux, l'émission d'actu, l'émission en direct. En tout cas on va essayer de produire ce genre d'émission, et là pareil c'est quelque chose de très nouveau pour moi. On va essayer d'en faire financer 3 ou 4, et puis après si jamais c'est vraiment un gouffre financier, on arrêtera. Si on arrive à trouver une certaine forme d'autonomie budgétaire, on continuera. Cet argent donc va servir à essayer de financer de nouvelles expériences, peut-être à perte, peut-être pas. On verra, c'est le principe de l'investissement de toute façon. Et de manière globale, si le reste de l'argent servira à financer de nouvelles vidéos, de meilleures vidéos, des déplacements peut-être un peu plus loin, de meilleurs lieux de tournage qu'on pourra peut-être louer. Bref, globalement, ça va servir à améliorer la qualité globale des vidéos, surtout qu'en plus j'aimerais faire financer au moins 2 grosses vidéos l'année prochaine, et peut-être une 3e, qui sait. Et pour vous donner une idée de ce que représente cette enveloppe, par rapport à celle dont on aurait éventuellement besoin pour faire financer tout ce qu'on voudrait faire financer, dites-vous qu'une vidéo sur Star Wars, comme celle qui va arriver là qu'on va faire avec Nexus 6, c'est au moins 20 000 € de dépenses. Donc là il y avait le CNC qui est toujours de côté, qui va servir à financer ce genre de choses. Donc en fait, même tout l'excédent là généré cette année ne servirait même pas à payer la moitié de la vidéo qui va sortir. Et c'est une vidéo qui est à perte, encore une fois, elle n'est pas faite pour être rentable, parce que la chaîne ne fait tout simplement pas assez de vues pour que les placements de produits soient assez suffisant en termes de tarifs, ou la monétisation assez suffisante pour compenser tout ce qu'elle engendre comme dépense. Voilà, c'était pour vous donner une idée, et maintenant, vous savez tout. Parce que, à ma grande surprise, personne n'a posé de questions concernant l'autre personne de Linguistica qui a travaillé sur plusieurs vidéos de la chaîne principale, monté les shorts et qui monte toutes les anecdotes et les best-of de la chaîne secondaire. C'est pourtant pas rien, c'est du boulot et c'est pas toujours le plus drôle. Voici donc quelques questions qu'on est bien obligé de se poser nous-mêmes pour avoir des réponses, pour vous les donner, des réponses qui en plus, je suis sûr, vous intéressent. Bon, eh bien, bonjour à toi, l'homme de l'ombre, quelque part, le second caché sur qui personne, malheureusement, n'a eu de questions à poser, bien que tu sois générique, ce qui prouve bien que les gens ne lisent pas les génériques. Je m'appelle Glooms, ou Alexis pour ceux qui n'aiment pas les pseudos. Je travaille avec Monté sur la chaîne depuis un petit peu moins d'1 an. Je crois que ton contrat de travail a commencé en mai, je crois, c'est ça ? Ouais, le premier, ouais. Mais avant, effectivement, on travaille déjà un peu... C'est ça, j'étais freelance avant. Et je crois qu'on a genre depuis février, peut-être, comme ça, je sais plus. Ouais, même avant. Même avant ? Ouais. Moi, tout a commencé quand j'ai envoyé un CV, une bande démo à NES. Eux, ils étaient à la recherche d'un monteur pour une autre chaîne. J'ai demandé du coup à Ronan, qui gère NES, qui est la boîte avec laquelle je bosse. Ouais, je lui ai dit très clairement, j'ai besoin pour la chaîne secondaire, donc pour tout ce qui va être lié à l'activité annexe de Twitch, les re-uploads sur YouTube, etc., donc pour faire des best-of. Et là, il m'avait dit, donc la chaîne en question, c'était Villebrequin, donc la chaîne pour laquelle tu as candidaté, mais je suis pas sûr que tu ne savais pas toi-même. Ouais. Je le savais pas au moment de la candidature, et je l'ai su après coup. Tu m'as expliqué ce que t'attendais, je t'ai fait les premiers retours, et puis la collaboration s'est prolongée, parce que c'était des formats récurrents. Oui, ouais, complètement. Le premier, c'était les anecdotes, et les best-of des anecdotes, et les best-of du Major aussi. Je sais que dans la dernière FAQ, j'avais dit que je comprenais, je sais plus comment je l'ai formulé, je comprenais pas trop qu'on fasse monter ces vidéos, ou surtout qu'on sous-traite l'écriture. Ça, pour le coup, je l'ai jamais encore fait. Il se trouve qu'à la base, quand je suis venu te chercher, effectivement, c'était pas du tout pour travailler sur la chaîne principale. Ouais. Ce que tu as fini par faire. Sur certaines vidéos très précises, je me souviens, c'était surtout dans la période, justement, je crois quand t'es passé en contrat de travail, donc autour de mai, je crois, parce que c'est le moment où moi j'étais vraiment dans le rush de mon livre. Bouquin, ouais. Il fallait vraiment que je finisse, que je clôture, j'avais encore mes 70 cartes à dessiner. Je saurais pas le quantifier très précisément, parce que c'est un peu ponctuel, les vidéos de la chaîne principale. Mais je crois que, en comptant celle qui n'est pas encore sortie, j'ai au moins participé à 4 déjà. Ouais. Donc ça commence à chiffrer pour moi. Dont au moins une où tu as tout fait, de A à Z, y compris le placement de produit. Une où tu avais tout fait sauf le placement de produit, mais j'ai dû refaire l'étalonnage à cause d'un problème qui est un problème technique, qui est pas un problème, qui est un problème de logiciel, qui est un problème de Adobe. Ça, on en a eu plusieurs. Voilà, donc du coup, effectivement, c'était beaucoup trop chiant, les problèmes d'upload et les problèmes de download, puisque j'ai toujours pas la fibre. Ouais, puis rappelle. Avec Premiere, t'as très vite un pépin. Quand tu bosses sur un projet à 2, il suffit qu'il y en ait un qui a un plugin, l'autre pas, ou alors pas exactement la même version de Premiere, pas exactement la même version du plugin,
un asset qui se balade, c'est... Ouais, les problèmes c'était du coup étalonnage et transition. Si les transitions, il y avait certaines qui passaient pas, il me semble. Notamment puisque je devais utiliser un plugin en particulier. C'est ça. Ouais. Comment est-ce que tu le vis, toi, de travailler sur une chaîne, en fait, où c'est pas toi qui est en avant? Parce qu'en fait, toi, t'as une chaîne à toi, t'as aussi produit des vidéos pour toi. Comment, en gros, tu gères le fait que y a des gens qui viennent me féliciter, moi je le vis un peu mal, qui des fois viennent me féliciter sur des vidéos pour le montage, alors qu'en fait, c'est toi. Bon, en vrai, moi j'ai l'impression que ça arrive pas tant que ça, dans le sens où les gens ne commandent pas beaucoup le montage, parce qu'en fait, c'est de la technique, et ça passionne pas forcément les foules, surtout que l'angle de ta chaîne n'est pas celui-là, quoi. Enfin, tu parles pas de vidéo. Mais par contre, moi, quand j'ai travaillé sur une vidéo et que quelqu'un mentionne le montage, moi, je le prends pour moi dans les commentaires. Même souvent, je mets des pouces aux commentaires des gens qui parlent du montage, où je réponds. Il y a beaucoup de questions. C'est quoi la musique à 3,12 Quand j'ai l'info, je vous répondrai. Non, c'est vrai que la plupart des commentaires, on touche à l'écriture, et moi, c'est vrai que j'ai pas fait de montage pour d'autres. J'ai écrit pour d'autres, sur d'autres chaînes de Vulga, et c'est vrai que quand on va voir quelqu'un et qu'on le félicite pour l'angle traité dans le sujet, et qui dit merci, en fait c'est un merci qui m'était adressé. Et c'est vrai que l'écriture, sur une chaîne de Vulga, c'est peut-être plus central que le montage, quoique j'aime quand même à penser que le montage c'est quand même très important, et c'est ce quand même qui permet de distinguer une chaîne d'une autre. Et d'ailleurs je pense que les vidéos sur lesquelles tu as travaillé, ou les vidéos en fait que tu as montées intégralement, donc il y a les langues mélangées, et l'Irlande, je crois. Et bien parler. Et les conseils. Les conseils pour bien parler, oui. Je trouve, en termes de montage, ça se voit que c'est pas. Enfin, moi, je le vois que c'est pas monté par moi, par exemple. Parce qu'on n'a pas la même façon de monter les vidéos, on n'a pas la même façon d'aborder aussi la pratique, ce qui est normal, d'ailleurs. Et ce qui est encore un peu plus paradoxal, parce que moi, quand je travaille sur les vidéos de la chaîne principale, j'essaye clairement d'imiter ton style. Après... Ma pratique aussi du montage évolue, c'est-à-dire que là j'étais encore à une conférence, on a diffusé des vidéos de moi qui ont 4 ou 5 ans, ce que je n'étais pas particulièrement content qu'on fasse. Les vidéos ne sont pas du tout montées comme je les montre aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ma pratique du montage évolue aussi, et même si jamais tu t'essayes d'imiter ce que je fais, malgré tout, je sais aussi que quand moi je le fais, c'est pas pareil, parce que ça peut aussi répondre à un besoin à un instant T, pour un sujet à un instant T qui ne serait pas le même 3 ou 4 mois plus tard pour une autre vidéo. Le truc de j'imite ton style, c'est justement un des trucs que je voulais évoquer, dans le sens où la chaîne, elle a une esthétique qui passe de par ton cadre, ta façon de monter, comment tu utilises tes musiques et tout ça. C'est une des choses qui fait que je suis content de bosser avec toi, parce que c'est pas le cas de toutes les chaînes, c'est pas pour jeter des pierres, mais celle-ci, elle a une esthétique qui me parle, et pour laquelle j'ai pas honte de travailler, j'ai pas honte qu'il y ait mon nom ou quoi que ce soit. Tu vois. Non, c'est vrai qu'on est passé un peu rapidement, mais tu faisais quoi avant de faire des vidéos pour d'autres vidéastes, en fait? Surtout que t'es le premier vidéaste de la sphère YouTube et de vulgarisation à avoir fait appel à moi. Avant ça, je faisais du montage institutionnel, j'ai fait un tout petit peu de clips, j'ai travaillé en entreprise aussi, donc plutôt là, donc c'était de la vidéo aussi, du montage, mais au service communication d'une entreprise, donc clairement le produit c'est tout le temps le même, juste on va filmer des cas pratiques chez certains clients et on les montre. C'est des vidéos qui vont être diffusées sur LinkedIn ou sur les différents réseaux des entreprises concernées. Quand j'ai cherché à me former dans le montage vidéo, c'était clairement avec une vision vers la vulgarisation telle que tu le fais sur YouTube. C'était ça qui me motivait, et c'était ça que je voulais faire sur le long terme. Et ça m'a pris à peu près 2 ans pour 2 ans d'auto-entreprise avant de travailler avec toi. Avec toi, puis d'autres youtubeurs, ça arrive, mais... Oui, c'est vrai que pour le Réveilleur, je crois, par exemple, t'as fait du montage. Je sais pas s'il y a d'autres personnes... Non, pour l'instant. Après, honnêtement, je cherche pas tant que ça, j'essaye aussi d'exploiter le temps qui me reste, justement sur mes projets perso. Bien sûr, c'est assez important aussi, je trouve. Il y a aussi un truc sur lequel, là, pour le coup, j'ai tout délégué. À part l'écriture et le tournage. Et le tournage, parce que voilà. Mais par contre, en termes de montage, et même en termes de quelque part de direction artistique aussi, en termes de l'orientation que tu avais envie que ça prenne, c'est les shorts. Peut-être aussi ce qui fait la différence et ce qui a permis ça, c'est que c'est un format que moi je maîtrise pas particulièrement bien,
C'est un format très récent, je suis pas sûr que YouTube sache lui-même où il va avec ce format. Ce qu'il en attend. Parce que c'est clairement une copie de ce qu'on va avoir sur TikTok, par exemple, où d'ailleurs il y a les mêmes, voire un peu plus, qui y sont diffusés. Ouais. Et c'est vrai qu'on a aussi essayé d'exploiter le principe de story qui est un peu similaire, mais pas trop, etc. Où là aussi tu avais préparé des trucs. Les shorts, j'ai l'impression que ça a été assez bien reçu, tu vois. Oui. Là où oui. Clairement c'était pas un format qui paraissait comme en vogue, même si c'était la volonté de YouTube, mais au fond, nous on sait pas vraiment si le format short fonctionne sur YouTube, mais on sait par contre que ton public l'a plutôt bien reçu. C'est ça, mais après, effectivement, si moi ça contente les gens qui sont fidèles à la chaîne, qui sont ceux qui regarderont cette vidéo d'ailleurs, parce que c'est les FAQ, c'est pas les vidéos les plus bandantes à regarder. C'est vrai qu'on n'a pas abordé, ça je sais pas si tu as spécifiquement envie qu'on aborde, mais genre le rythme de travail, le temps de travail, la durée du travail, tout ça. Le passage du freelance vers le salariat, il s'est fait assez simplement. Il y a un truc que moi j'ai demandé, c'était pouvoir avoir encore du temps de côté pour faire mes propres projets, voire travailler avec d'autres personnes, varier aussi un peu, ne pas faire que du montage, quoi. Puis j'ai l'impression que ça pouvait répondre aussi peut-être aux besoins de la chaîne, en fait, ce volume-là. Oui. Parce que du coup là t'es à 80%, donc t'es à 4 jours par semaine, t'es à 28 heures. Qu'on se le dise entre nous, il y a beaucoup de gens dans ce milieu. Je vais quand même mettre d'abord, avant tout ce que je vais dire, une petite clause. Tout ceci n'est pas pour dire que ce que je fais c'est génial ou c'est bien ou je suis vraiment quelqu'un de bien, c'est pour dire que c'est normal. Mais il y a beaucoup de gens dans ce milieu, des vidéastes, qui en fait ont travaillé en tant que freelance pour rien, et pour eux, du coup, il leur paraît normal, quelque part, de payer les gens, une fois qu'eux-mêmes ont atteint une certaine forme de succès, de les payer mal. La question du contrat de travail, c'est une question qui se pose dès l'instant qu'on bosse régulièrement avec quelqu'un, qu'on lui donne une mission finalement qui est régulière. Il faut se poser la question de combien de volume horaire dans une forme de salariat classique on peut te mettre, parce que ça te permet quand même de pouvoir ensuite avoir accès à une mutuelle. Ouais, une stabilité. En fait, c'est des trucs très cons. Moi, j'ai vécu au quotidien. C'est, tu veux changer de maison, tu vas voir ta banque, tu veux faire un emprunt pour quoi que ce soit, etc. Même si jamais t'es qu'à mi-temps, en fait, il te faut un contrat de travail. Ouais. Juste le fait que, même si moi j'ai eu le contrat de travail, le fait que j'ai du droit d'auteur à côté ou d'autres modes de rémunération, ça pose problème. Alors, j'ai pas moi de mon point de vue, je me dis je vais pas foutre dans la merde la personne que j'étais il y a 3 ans. Ouais. C'est quelque part, c'est très égoïste en fait. C'est je réagis par calque et par miroir. Et dans ce milieu, je trouve vraiment que les gens sont souvent mal payés ou dans une certaine précarité, et c'est les invisibles. Et aussi, ça c'est un des travers de la vulgarisation, mais je suis complètement en train de divaguer, mais c'est pas forcément que la vulgarisation d'ailleurs, de YouTube en général, c'est les gens qui sont partis de loin, ils étaient tout seuls chez eux, ils se sont mis à faire des vidéos et ça a marché, et maintenant du coup ils sont en mode regardez, je me suis fait tout seul, regardez, je continue de tout faire tout seul. Donc les gens pour qui je bosse, je les paye mal et j'en parle pas. Ouais. Je trouve ça extrêmement problématique. Et j'espère que ça va évoluer. Et encore une fois, le fait que tu sois là aujourd'hui et le fait que tu sois en contrat de travail, ça fait pas de moi quelqu'un de particulièrement bienveillant. C'est juste ce qui devrait être la normalité. C'est la loi, c'est le code du travail en fait. C'est comme ça. Il me paraît essentiel de respecter ces quelques règles de base, tout simplement. Donc effectivement, ça s'est fait très rapidement. Ouais. Aussi parce que moi, il me tenait à cœur, pour des raisons qui sont de cohérence avec moi-même, mais aussi pour des raisons de législation, de loi, d'être en accord en fait avec la loi de mon pays. Enfin, pas exploiter les gens non plus trop, quoi. Même si, par définition, si jamais je t'emploie, je t'exploite. C'est malheureusement c'est la définition marxiste du terme. Voilà. J'ai évoqué la possibilité du salariat vraiment rapidement dans notre collaboration. Quand t'es freelance, tu tâtes un peu le terrain comme ça aussi. Et j'ai été vraiment surpris, justement, que tu répondes plutôt positivement dès le début. Et puis, du coup, au fur et à mesure du temps, je dirais que cette confiance s'est renforcée. Et puis, à un moment, on a franchi le pas, quoi. Mais encore une fois, je pense que si jamais on n'était pas sur YouTube, enfin, quoique, c'est vrai et pas vrai, mais je pense que cette question se poserait moins. C'est-à-dire que avec ta boîte avec laquelle tu bosses et qu'il y a un DRH, ce genre de truc, c'est peut-être des boîtes où les gens sont mal payés, peut-être qu'il y a des abus. N'empêche que tu peux pas faire du noir ou juste avoir que les autres entrepreneurs pour qui tu bosses. Enfin, je dis pas que ça n'existe pas, évidemment que ça existe, pour avoir été du côté de ceux qui sont exploités. Malgré tout, j'ai l'impression que sur YouTube, il y a une mauvaise habitude qui est en train de se mettre en place. Ouais. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu chaque année, encore plus avec l'arrivée du stream et du fait qu'il y a des best-of à faire et tout ça. Ouais. Et du coup, il y a une demande monumentale, et en plus, c'est beaucoup de jeunes, donc pas toujours le plus informé sur le droit du travail et qu'est-ce qui est réglo, qu'est-ce qui l'est pas, et des fois c'est pas de la mauvaise volonté ni de la mauvaise foi, c'est même juste de la méconnaissance, quoi. Ils font appel à des monteurs en freelance aussi
peu expérimenté ou peu rodé au fait d'établir des contrats, des devis, etc. J'ai l'impression que ça fait un peu casser les prix. Je pense que très rapidement, on va arriver à un hashtag balance ton vidéaste, ou balance ton streamer, ça peut pas rester dans l'ombre pendant très longtemps. Et puis effectivement, le problème avec l'explosion de Twitch et du coup l'explosion du chaîne de best-of, c'est qu'en fait les streamers ne sont souvent pas monteurs eux-mêmes, et donc du coup ne se rendent pas compte à quel point dérusher un stream de 4 heures, ça peut juste faire fondre le cerveau. C'est pas facile, et en fait je pense que la plupart des streamers qui sous-payent leurs monteurs pour leur best-of ne feraient eux-mêmes pas le travail de faire ce best-of si on les payait le prix qu'eux payent leurs monteurs. Je pense, très honnêtement, parce que souvent c'est un métier qui est quand même très ingrat, c'est très répétitif. Si on bosse ensemble, il fallait pas que tu fasses que du best-of parce que, et je le comprends tout à fait, c'est quand même pas l'activité la plus épanouissante sur le plan intellectuel. Bah là, en plus, au-delà de ça, moi je trouve que c'est une matière particulière à manipuler, dans le sens les rushs de best-of de jeu, quoi. C'est pas comme quand il y a un contenu écrit, tourné, avec des inserts, etc., quoi. Est-ce qu'on a tout abordé ou pas ? Je pense que là, on a fait un bon tour. Il manque plus que juste que la fibre, et puis voilà. Parce qu'on rappelle que tu dois m'envoyer par courrier des cartes SD. Moi, je dois aller à Rennes chercher des cartes SD en bagnole, c'est super pratique. Donc si vous êtes Orange ou Free, faites quelque chose, s'il vous plaît. La fibre passe dans la rue, le trou a été percé dans le mur par le propriétaire, il manque juste que votre câble, s'il vous plaît, passez-le le câble, vraiment. Ça va faire 2 ans que vous me le promettez, et au bout d'un moment, faut sortir le doigt du cul, quoi, je sais pas. Merci à toi en tout cas d'être venu, d'avoir fait le déplacement pour pouvoir aussi te montrer. Yes, merci de m'accueillir. De rien. Et puis et de m'employer, de m'exploiter. Merci de m'exploiter, je suis vraiment très content de donner ma force de travail entière. Cette FAQ est maintenant terminée, ce bilan aussi d'ailleurs, enfin tout est terminé, là voilà, bientôt beaucoup de choses de prévues. Je n'ai pas forcément parlé beaucoup des vidéos qui allaient venir. Sachez que le mois de décembre risque d'être assez surprenant. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez appris plein de trucs, et moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée. Bonsoir, ouais bonsoir c'est bien, c'est pas mal. Plus il fait nuit tôt en ce moment.